Merci André, merci de nous accueillir en tout cas. Émérite, ça veut dire tout simplement qui est censé être en retraite, qui bosse comme un malade et qui essaye de conserver une certaine passion pour ce qu'il fait. C'est tout, ça ne veut dire que ça. Je suis ravi d'être ici, ravi d'être avec vous. Et le thème, identifier et mesurer les enjeux immobiliers au prisme de la révolution urbaine, fédérer la recherche et provoquer le croisement des regards des chercheurs et des professionnels pour mieux coproduire la ville. C'est un peu ambitieux. On s'arrête à 16h30 pour le thé. Voilà. Je vais vous dire un mot quand même de la Fondation Palladio, parce que certains d'entre vous la connaissent, d'autres ne la connaissent pas. Et après, j'essaierai d'évoquer nos environnements et puis de faire 3 constats, l'un portant sur l'industrie immobilière, l'autre sur les phénomènes d'obsolescence qui frappent l'actif, et puis le 3e constat concernera la recherche, et puis j'essaierai de vous dire un peu comment nous pensons mettre tout ça un peu en musique, quelles sont nos ambitions, et comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre ces ambitions. La première fois qu'on a entendu parler de coproduction, c'était ici. André l'a souligné, notre partenariat est ancien, il date de 2010. La ville est, pour la Fondation Palladio, l'enjeu majeur du XXIe siècle. La ville pourra être une source de prospérité, une source d'implosion, une source de difficultés sur tous les plans. Et à partir de ce constat, la Fondation Palladio a un certain nombre de missions, 4 notamment, sur une base qui est complètement anachronique aujourd'hui, qui est le long terme et l'intérêt général. Or, aujourd'hui, le long terme, on l'a vu ce matin, on est plutôt dans le fascisme du court-termisme. Et l'intérêt général, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? On est quand même dans le fascisme de l'individualisme. Et c'est toute la difficulté parce que, à cette époque d'individualisme exacerbé, nous ne pouvons pas faire autrement que de coproduire. Parce que complexité, parce que complexification, on l'a vu tout au long de la matinée. Donc, quelques missions, rassembler et inviter au débat tous les acteurs concernés. Et c'est pour ça que le thème choisi par la chaire est essentiel. Quel est le périmètre de l'immobilier aujourd'hui? D'où partons-nous? Où allons-nous? Est-ce que les architectes font partie de l'industrie immobilière? Est-ce que les BET font partie de l'industrie immobilière? Est-ce que les pouvoirs publics font partie de l'industrie immobilière? Et on a en France quand même quelques conflits là-dessus, amicaux évidemment, mais d'un côté il y a le BTP, de l'autre côté il y a l'immobilier. On croirait presque que la nuit du 4 août 1789 n'a pas existé. Il y a encore les privilèges et les corporations. Et l'une des ambitions de Palladio, c'est de faire en sorte de gommer un petit peu tout ça, de se mettre tous ensemble autour de la table pour travailler ensemble à ce sujet qui est essentiel. On a une autre mission qui est celle de susciter des vocations. Je disais tout à l'heure, essayer de trouver des têtes pensantes, mais faites autrement. Et susciter des vocations à la fois chez les très jeunes, c'est-à-dire les candidats au master, les un peu moins jeunes, c'est-à-dire les jeunes professionnels, les jeunes doctorants, les post-doctorants, et puis également vers les futurs dirigeants. C'est l'Institut Palladio. Et puis une autre mission encore, qui est celle d'essayer, et là on est tous en train de ramer gentiment. Il y avait, je crois, sur Google l'autre jour, le 48e anniversaire des Shadocks, qui sont quand même un élément extraordinaire. Enfin, vous êtes tous trop jeunes, vous n'avez pas connu les Shadocks. Moi, je suis né bien avant
les Shadocks. Et les Shadocks pompaient, c'est extraordinaire. Je pompe, donc je suis. C'est la grande devise des Shadocks. Nous pompons aussi, nous, pour essayer d'analyser l'évolution des métiers. Or, les métiers sont aujourd'hui à un carrefour qui est tout à fait essentiel, et je crois que toutes les expositions ce matin l'ont bien montré. Palladio a une méthode toute simple, c'est le croisement des regards. On a toujours, quand on a un chercheur, on a toujours un opérationnel à côté qui va apporter la réponse et inversement. Et puis, deuxième particularité de la méthode, on essaye d'offrir un lieu de rencontre, mais ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure et demain. Nos environnements, très rapidement, pardon, il faut que je passe, il faut que je pense à appuyer sur le bouton. On est, là sont les propos de la Fondation Palladio. Michel Serres nous a dit en 2010, on constate la mort du néolithique. Honnêtement, avant que Michel Serres ne nous dise ça, je pensais que le néolithique était plutôt mort vers le XVIIIe siècle, fin XVIIIe siècle, début XIXe. Et il nous a dit, et je crois qu'il a raison, que le néolithique est mort au milieu des années 70, juste après mai 68. Ça sera, je pense, un sujet qu'on pourra évoquer avec Michel Roux lors de la table ronde de jeudi, l'impact de cette mort du néolithique et l'arrivée de quelque chose qu'on constate tous et que nous appelons, nous, dans la Fondation Palladio, la société des urbains. Et la société des urbains, ce ne sont pas que les habitants dans la ville, ce sont aussi les habitants dans les campagnes. Il y a aujourd'hui une mentalité de l'urbain qui fait fi de la catégorie du territoire dans lequel on habite. Donc, 4 révolutions urbaines, on les connaît tous. Révolution démographique, on a bien parlé ce matin, qui n'est pas forcément le papy-boom, j'en suis un exemple, hein, le papy-boom, les taux de natalité qui baissent, enfin de fécondité, comme on dit en démographie, qui baissent, etc. C'est pour moi 2 choses, l'allongement de la durée de la vie, et l'allongement de la durée de la vie en forme, a priori, et deuxièmement, une création de la séquence, d'une multitude de séquences de vie. Mes parents, mes grands-parents, on vivait chez les parents, on se mariait, on allait vivre ailleurs. Éventuellement, quand la maison était grande, d'ailleurs, on prenait une partie de la maison, puis on vivait avec les parents, avec les oncles, les tantes, les grands-oncles, les grands-tantes. Moi, j'ai connu chez mes arrière-grands-parents cette ambiance-là. La maison était grande, donc il y avait toujours quelques arrière-grands-tantes qui avaient 95, 100 ans. C'était extraordinaire, c'était fabuleux. Tout le monde vivait ensemble. Et puis quand on était vieux, on restait dans la maison parce qu'il y avait les enfants pour s'occuper de nous. Il n'y avait pas de problème. Or, aujourd'hui, et ça a une incidence considérable dans notre immobilier, c'est qu'il y a des séquences. Alors, vous êtes petit, puis après, vous allez en pension, et puis après, vous êtes étudiant, donc vous allez éventuellement au bout du monde, et puis après ça, vous avez un copain ou une copine, moralité de l'histoire, il faut être à 2, donc on ne peut plus vivre dans 9 mètres carrés, il faut 20 mètres carrés, et puis vous vous séparez de votre copain, de votre copine, et puis il faut retrouver une autre surface, et puis vous allez déménager, et puis vous allez devenir salarié quelque part, et puis on va vous muter ailleurs, et puis après, vous allez rencontrer la femme de votre vie, vous allez avoir 50 gamins, donc là, il ne faudra plus le 20 mètres carrés, mais il faudra un 412 mètres carrés et demi. Et puis après, vous allez devenir retraité, vous allez dire, j'ai envie de profiter. Donc, il y a ce saucissonnage, ce séquençage de la vie, ce séquencement, pardon, on dit plutôt, de la vie, qui fait qu'à chaque séquence correspond un besoin immobilier particulier. L'émergence d'une économie de la relation et de la connaissance, on n'en parle pas, parce qu'on en parlera beaucoup encore. La prise de conscience des enjeux de la planète, c'est tout simplement le développement durable, mais ce n'est pas uniquement, comme on le voit beaucoup, peut-être que Jean-Michel nous en parlera tout à l'heure,
On le voit peut-être un petit peu par de petits bouts de la lorgnette en parlant uniquement du CO2 ou de l'énergie. Il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses. Et puis le numérique et la dématérialisation. Tout ça, mon Dieu, tout ça générant 6 tensions. Et là, il y a peut-être des sujets de thèse à envisager. La tension entre propriété et usage. Et même à l'intérieur de la propriété, Jean-Michel en parlait tout à l'heure, le viager, le démembrement de la propriété. Il y a plein d'outils à mettre en place. La tension entre les liens et les lieux. Pierre Vels, qui était le directeur de l'école des ponts et qui était le président de Paris-Saclay jusqu'au moment où il a repris sa retraite lui aussi, disait mais ce n'est plus aux habitants d'aller vers l'entreprise, c'est peut-être à l'entreprise de s'installer au milieu des bassins d'habitation. Utopie, point d'interrogation. Mais en tout cas, il y a cette tension. Tension entre le dessin formel de la ville et l'efficacité en réseau. On a toujours dit que le modèle de la ville européenne, le plan de la ville européenne, c'était absolument essaimé partout. Est-ce qu'aujourd'hui, ça reste le bon schéma ? La tension entre le fonctionnalisme des territoires et une approche de type économie circulaire, la tension entre une organisation horizontale et puis quand même ce qu'on appelle en France le millefeuille administratif et la réforme territoriale récente qui était quand même longuement mûrie, on est bien d'accord, hein, on a fait 108 jours vite fait pour faire plaisir aux copains, sans vraiment de réflexion. Moi, je suis originaire de Reims, et quand je vois que la région Champagne-Ardenne, qui était déjà pas très homogène, se retrouve maintenant noyée dans un grand truc avec Strasbourg, le duché de Bar, le duché de Lorraine, etc. Pardon, le duché de Bar et le duché de Lorraine n'existent plus. Mais voilà, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer les apprentis sorciers? Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer un certain nombre de choses? Il faut en tenir compte de ces tensions, et puis des tensions démocratiques. Je crois que là aussi, il y a énormément de littérature qui souvent dit n'importe quoi. Il y a une véritable réflexion à avoir. J'ai découvert par hasard un sociologue, alors je ne sais pas comment il est considéré à Montréal, un sociologue québécois, Mathieu Bloch-Côté, qui vient d'écrire un bouquin sur le multiculturalisme comme religion politique. Il est dans le droit fil d'un Marcel Gauchet, on pourra en parler aussi aujourd'hui, où ils ont tendance à confirmer un peu ce que je pense depuis 15 ou 20 ans, même depuis plus, en fait, depuis le début des années 80, c'est que nous ne sommes plus en démocratie, mais le terme, je l'ai découvert, nous sommes en idéocratie, et voilà les enjeux. Alors vous allez me dire, tout ça c'est bien théorique, mais non, parce que ce sont des enjeux qui sont autour de nous immédiatement. 3 constats, je vais essayer d'abréger. Le premier constat concerne l'industrie immobilière, notre industrie. Déplacement du management, conflit d'actionnaires, l'organisation, les jeux de règles financières, vous êtes beaucoup plus doué que moi pour parler de tout ça, la dictature du court terme, l'abondance de liquidités, on en parlait, avec des règlements des données de marché, un paradoxe qu'on sent depuis bien longtemps, qui est cette internationalisation des marchés, on dit mondialisation. La mondialisation, elle existe depuis l'Antiquité. Alors, c'était réduit, c'était le bassin méditerranéen. Puis après, c'était le bassin méditerranéen et puis la Chine, la route de la soie. Et puis après, 1492, la découverte de l'Amérique. Ce qui est faux, d'ailleurs. Ce qui est faux, parce qu'il paraît qu'elle a été découverte avant, quelques années avant en tout cas, et pas par Christophe Colomb. Il y a eu un très bon livre récemment là-dessus. Et la mondialisation, elle existe aussi depuis que le monde est monde. Alors arrêtons de nous enquiquiner avec « oh là là, la mondialisation ». Mais en même temps, on constate une atomisation considérable des marchés. Vous allez acheter un immeuble rue Saint-Denis
Allez, je prends des exemples parisiens, ce sera plus facile. Rue Lafayette, entre le 15 et le 22, rue Lafayette, où vous allez être sur le 75 ou le 80, où vous allez d'un côté de l'avenue Foch ou de l'autre côté de l'avenue Foch, ça ne sera pas le même marché. Donc, on est dans cette contradiction. Je ne parle pas de la législation fiscale, des législations, parce que là on n'en sort plus. L'évolution des technologies, et pour moi quelque chose qui est essentiel, le comportement de l'utilisateur. C'est que tout ça ne peut fonctionner que si l'utilisateur se comporte non pas comme il doit se comporter, mais s'il se comporte comme on dit de se comporter, comme on lui impose de se comporter. Tu m'as fait 5 minutes ? Oh là là, mon Dieu. Donc, prise de conscience des acteurs, ça c'est certain. En tout cas, je le constate ici à Montréal et on commence à le constater en France. L'actif immobilier, je ne vais pas développer, simplement dire qu'une chose nous est arrivée en plein dans la figure, pour ne pas dire de gros mots, en 1995, au moment de la crise immobilière, c'est qu'on s'est aperçu qu'un actif immobilier pouvait être une non-valeur. Et ça a été une grande révolution, et il y en a un certain nombre qui n'ont pas compris vraiment la chose. La recherche. Vous allez me dire que je suis pessimiste. Quelqu'un parlait tout à l'heure de silo. C'est l'expression d'André en 2010. La culture en silo. Or, les métiers de l'immobilier sont par nature multi- ou pluridisciplinaires. Donc il va falloir un jour qu'on crée une discipline, entre guillemets, sur le plan académique, immobilière. On n'y arrivera pas, donc il va falloir qu'on trouve une autre solution. La recherche, elle est abondante et éparse, donc très difficile à identifier. Elle peut être, j'allais dire, vulnérable parce qu'objet de commande. Donc elle peut être orientée à partir du moment où vous êtes payé par quelqu'un, vous allez peut-être aller dans le sens dans lequel il veut aller. C'est une tentative, c'est une tentation, c'est humain. Quelqu'un de Montréal a écrit, un Québécois, j'ai vu ça récemment sur Internet, a écrit « Mais non, 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 c'est pas vrai, la recherche n'est pas aujourd'hui riche. On parle de la recherche avant 1945 et de la recherche maintenant. La recherche devient de plus en plus pauvre, elle s'effrite, les ressources s'effritent et ça devient difficile. » Donc on a 4 risques majeurs. Le risque d'isolement et de fermeture du chercheur à la vie réelle, le risque de complaisance des travaux rentrant, j'allais dire, dans la doxa ambiante, le risque de soumission politique des centres de recherche. Je suis toujours effaré de voir quand on a nos candidats boursiers, doctorants ou futurs doctorants ou post-doctorants, de dire j'avais un beau sujet de recherche, mais mon directeur de thèse m'a demandé de travailler sur autre chose. Donc, non, non, non. Il y a un moyen de réagir. Et puis, le risque de perte d'attractivité de la recherche auprès des jeunes, là, on a une responsabilité de pouvoir les inciter, d'identifier justement ces têtes. Alors, moi, j'allais dire, il y a 2 questions. La recherche doit éclairer, elle doit provoquer une irrigation croisée, tout ça c'est bien, tout ça c'est la théorie. Il y a une question fondamentale, est-ce que la recherche doit être utile ? Excusez-moi, je suis iconoclaste, en tout cas dans cette enceinte, de poser cette question-là. La Fondation Palladio est persuadée que la recherche doit être utile. Marie Curie, qui découvre, je crois que c'est elle, qui découvre les rayons X comme ça par hasard, c'est très bien. La recherche fondamentale. Est-ce que notre industrie immobilière n'a pas besoin d'une recherche utile ? Deuxième question, comment cette recherche utile peut-elle être reportée dans la vie de l'entreprise ? C'est-à-dire comment est-ce qu'elle peut irriguer la décision de l'acteur public ou privé ? Alors, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre tout ça ?
D'abord, il y a les partenariats, et je pense que le partenariat, cher Ivanhoe Cambridge, Palladio est tout à fait intéressant, comme le partenariat qu'on a avec l'exécutif master immobilier de l'université de Saint-Louis de Bruxelles. Il faut tout ça les développer. Palladio est un lieu, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu où oui, on se voit, on parle, on se donne des idées. Je ne sais plus qui a dit récemment, en fait, les idées, c'est comme les enfants, ça se fait à deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver une idée tout seul, enfermé dans son bocal. Pour trouver des idées, pour faire avancer les choses, il faut être plusieurs autour de à réfléchir. On dit brainstorming, hein, c'est pas beau comme terme. Donc comment est-ce qu'on dit ici à Montréal brainstorming? Remue-ménage. Je garde le terme. Et dans ce contexte-là, nous avons une petite révolution au niveau de Palladio, c'est que les fondateurs et les mécènes, qui sont toutes des entreprises, ont pris des engagements forts en faveur de la recherche. Pardon, je m'étais trompé dans le suivi des diapos. Premièrement, les fondateurs et mécènes considèrent que les chercheurs doivent avoir un pied dans l'entreprise et un pied dans la recherche. Donc, il faut qu'ils aient un directeur de thèse et qu'ils aient un parrain professionnel. Mais le parrain professionnel, il faut que ce soit un cadre dirigeant et qui consacre du temps. Et seuls les dirigeants, paraît-il, ont le temps de consacrer aux... On les appelle toujours les petits jeunes, doctorants, post-doctorants. C'est l'intervention de leurs collaborateurs dans les enseignements, c'est l'intervention de leurs collaborateurs dans les programmes. C'est l'alimentation en études de cas de certains programmes. C'est le développement des bourses Palladio, puisque le budget a pris 40% en 2 ans. Donc, j'en suis plutôt satisfait. Et puis, c'est l'accueil de doctorants, post-doctorants, dans un lieu qui va être ouvert, ça je ne te l'avais pas dit, André, en 2017, qui va s'appeler la Maison Palladio, et qui va accueillir un certain nombre les auditeurs d'instituts, les boursiers, anciens boursiers, et voilà, ça va être un lieu où on va se retrouver. C'est un très vieux fantasme que j'ai. Il y a 20 ans déjà, je disais toujours, il faut créer une maison des métiers de l'industrie immobilière. Bon, on va avoir la Maison Palladio. Et puis, la deuxième chose, c'est que nous allons créer, avec une grande école dont je ne peux toujours pas aujourd'hui encore donner le nom, nous allons créer une plateforme, une école de l'ingénierie urbaine et immobilière, ou immobilière et urbaine. On est en train de mettre ça en place pour être ouvert en 2017. Donc ça va être le centre d'un maillage, André, qui va être où je pense la chaire aura toute sa place, évidemment. Mais tu en entendras parler bientôt. Pour l'instant, les administrateurs en ont entendu parler. André fait partie du conseil scientifique de la Fondation Palladio, et le conseil scientifique n'en a pas encore été informé, parce que c'est une décision récente. Donc nous devons faire face aujourd'hui à des choses un petit peu difficiles. Or, aujourd'hui, la recherche est incontournable. Et l'entreprise, en tout cas un certain nombre d'entreprises majeures, d'acteurs majeurs de l'industrie immobilière en France, sont persuadés de ça. Gessina, que tu connais bien, Bernard Michel est le président du comité des bourses. Gessina va accueillir la maison Palladio, et Gessina s'implique énormément dans tout ça. Bon. Gessina, filiale Ivanhoe Cambridge, en France. Bon.
Et Bernard Michel, président de Gecina, est convaincu, Philippe Zivkovic, président du conseil de surveillance de BNP Paribas Real Estate, un certain nombre de personnalités comme ça, sont convaincus que la recherche doit rentrer dans l'entreprise et que l'entreprise doit se mettre un petit peu à l'écoute de la recherche. Donc on doit susciter des vocations, on doit soutenir les jeunes talents, on doit leur ouvrir des tribunes. J'ai 2 soucis, et là, vos avis sont les bienvenus. Comment identifier suffisamment en amont le jeune qui veut faire une thèse en immobilier au sens large et lui dire, voilà, il y a une possibilité de CIFRE à tel endroit. Deuxième, et c'est un peu à l'autre bout de la chaîne, comment faire pour irriguer encore un peu plus l'entreprise de l'ensemble de vos travaux. Je pense que grâce au groupe Caisse de dépôt, c'est le genre de choses que HR peut faire. En France, c'est encore un peu compliqué, sauf quelques cas particuliers. Je regarde Thomas avec meilleurs agents, des choses comme ça, mais ça reste encore marginal. Voilà les 2 questions que je vous pose. J'ai largement dépassé mon temps, mais nous devons coproduire la recherche pour, à mon avis, un peu mieux coproduire la ville. Merci. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de défis lancés là-dedans. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Tu disais tout à l'heure que les étudiants avaient beaucoup de mal à imposer leur sujet de thèse au directeur de thèse, mais qu'il y avait des solutions. Lesquelles ? Est-ce que la Fondation Palladio peut peser sur ces directeurs de thèse ? Est-ce qu'il y a d'autres organismes Parce que moi, je sais que j'ai imposé mon sujet de thèse à mon directeur de thèse. Oui, c'était l'inverse. Mais je pense être un cas particulier. Non, parce que tu voilà. es un sale révolutionnaire et que tu n'en fais qu'à ta tête. Mais je pense effectivement que c'est un problème. Je crois que l'une des solutions, mais là je suis à l'écoute de tout le monde, parce qu'il faut arriver à trouver des solutions simples, surtout il ne faut pas faire d'usine à gaz, c'est d'essayer d'avoir une communication adaptée auprès d'un certain nombre de centres de recherche ou d'écoles doctorales en essayant de créer, je suis contre les nomenclatures, mais pourtant là il en faut une, de créer une nomenclature par discipline. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, dans le droit, avoir à SAS, avoir 2 ou 3, j'allais dire, contacts particuliers avec tel ou tel, et puis petit à petit, c'est la toile d'araignée, un petit à petit, voilà. En finance, il y a Dauphine, il y a l'ESSEC, en ingénierie, il y a l'école des ponts, il y a les ENSA, les écoles d'architecture qui peuvent, sur un certain nombre de sujets, voilà. Je crois que ça va passer par là. Là où j'ai moins d'idées, c'est pour ça que je dis je suis demandeur d'idées, c'est comment faire que vos travaux puissent irriguer l'entreprise. Parce qu'il y a les revues, c'est très bien. Excusez-moi, aujourd'hui, vous ne le répéterez pas, mais je suis effaré de voir que les grands patrons, les numéros 2 ou les numéros 3, ne lisent plus rien. Donc, on ne va pas pouvoir les obliger à lire vos travaux. Il faut trouver de nouvelles méthodes d'irrigation. Est-ce que c'est par... on est en train de réfléchir à quelque chose au niveau de la Fondation Palladio, c'est de faire ce qu'on appellerait les Palladio Espresso, c'est-à-dire faire un certain nombre de petits déjeuners pendant l'année, très brefs, parce que les gens n'ont plus le temps, 8h30, 9h30 ou 8h30, 10h, avec un grand patron, un grand chercheur, et d'essayer de réunir 20-25 personnes à chaque fois. Et voilà, mais là, je suis tout à fait à l'écoute de vos suggestions.
Jean-Pierre en a déjà. Oui. Sur les sujets de recherche, Oui. il y a deux catégories de labos ou de programmes doctoraux. Il y a ceux qui, comme Dauphine, acceptent très bien que les sujets soient proposés par les doctorants. Donc, ils sont à l'écoute. Bon, ceux-là, il n'y a pas de souci. Il y a ceux, par contre, qui considèrent que le doctorant est un appendice à une source de financement qui vient d'une soumission à un appel d'offres de fonds publics la plupart du temps. Eh ben, il faut être dans ces appels d'offres de fonds publics pour pouvoir proposer des plateformes forcément larges de sujets de recherche, mais pour pouvoir associer l'ensemble des forces de la société avec l'orientation de la recherche. Non, mais Il faut être dedans. C'est pour ça que je me suis beaucoup battu en interne, heureusement largement soutenu par nos administrateurs, pour envisager la création de cette plateforme, cette école, parce qu'à partir du moment où il y aura une petite lumière à la fenêtre, on va se dire tiens, ou de la fumée qui sort par la cheminée, on va dire tiens, il y a quelqu'un là, on y vient. Merci.